Euh, Dans le podcast, j'avais 4 lignes. Pourquoi j'ai 40 pages? Bonjour, jusque-là, c'était assez simple avec les races légendaires, les Jedi et les Sith. Aujourd'hui, on va entamer quelque chose d'un peu plus velu, avec plein de noms, plein de lieux. Donc, une anecdote avec Xim le Despote, le début d'une histoire avec l'impératrice Theta et l'histoire de Fridan Nad. Dans le précédent épisode, on avait majoritairement parlé des Jedi et des Sith. J'avais pas voulu surcharger l'épisode en rajoutant des éléments qui s'étaient passés à peu près à cette même période. Je voulais vraiment me concentrer sur ces deux ordres-là. De même que dans le premier épisode, on avait vraiment parlé que des races légendaires et j'ai pas vraiment parlé de ce qui s'est passé à ce moment-là. En moins 25 100, un humain originaire visiblement de la planète Delalt possède une armée de droïdes, des croiseurs qui lui permettent en fait de créer un véritable empire. Cet humain s'appelle Xim et sera surnommé donc Xim le Despote. Il est assez connu notamment pour être un des rares à avoir pu faire fonctionner une technologie gris, donc notamment les portes stellaires, et c'est grâce à ça qu'il a pu vraiment étendre son pouvoir sur autant de systèmes. Alors il a régné pendant à peu près 30 ans, avec un empire en expansion constante, jusqu'à ce que finalement il se frotte aux mauvais ennemis, hein, les Hutt, qui ont décidé de stopper là l'expansion de l'empire de Xim, puisqu'ils cherchaient exactement le même territoire. Et donc eux aussi se sont conçus en fait des croiseurs capables de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui n'était pas très très courant à l'époque, et ils ont pu vaincre Xim. D'ailleurs, Xim a fini comme étant, on va dire, le sorte d'animal de compagnie d'un des Hutt, d'un des chefs Hutt de l'époque. Quand j'ai évoqué l'invasion de Nagasado contre la République, j'ai volontairement omis quelques éléments qui n'étaient pas pertinents dans l'histoire de l'ordre Sith incarné par Nagasado. Maintenant, je vais avoir besoin de ces éléments, donc je vous les donne. En moins 5010, l'impératrice Theta monte sur le trône de Koros. Alors Koros, c'est un système planétaire avec plusieurs mondes. Chaque monde a des lunes, enfin bref, c'est un ensemble de planètes où la vie existe, c'est très important. Et sur ces différentes planètes, en fait, on a surtout des gisements de carbonite. Le système est vraiment connu pour ça, pour les gisements de carbonite. Le problème, c'est que tout le monde veut sa part du gâteau, et ça a commencé à être complètement corrompu. Les criminels se sont installés, que ce soit la mafia, les contrebandiers. On a même le chancelier en place qui donne des passe-droits un peu à tout le monde pour des exploitations à tout va sur la planète. C'est vraiment le gros bordel, et elle décide d'y mettre un terme et de tout remettre à plat. Elle va donc entamer les guerres d'unification et elle va reconquérir avec son armée les mondes un par un. Elle va notamment repousser, en fait, elle va fermer toutes les exploitations illégales, elle va vraiment remettre à plat le système. Et elle va terminer par une dernière bataille où elle va recevoir l'aide d'un Jedi, Odan Ur, qui va lui prêter assistance en créant une sorte de méditation de combat pour aider les troupes de l'impératrice Theta à prendre le contrôle de la dernière forteresse, du dernier bastion de résistance. Cette victoire pour Theta est vraiment très importante, mais elle est très importante également pour la galaxie, puisque du coup, le système Koros regagne ses lettres de noblesse, puisqu'avant il était considéré comme un système peu fiable et très instable, et maintenant tout le Sénat est très enchanté de pouvoir de nouveau commercer librement, on va dire, et dans la légalité avec ce système-là. Quelque temps après la victoire de l'impératrice, Odan Ur a une vision. Il voit que les Jedi exilés vont revenir, et il craint un danger pour la République. Alors bien évidemment, quand il parle des Jedi exilés, il parle des Jedi exilés suite aux 100 ans d'obscurité. C'est même Jedi, en fait les Jedi noirs, qui ont donné naissance à l'ordre Sith. Alors, quand Theta apprend ça, elle va avertir le Sénat, mais le Sénat rigole, en fait, on s'en fout, on a d'autres problèmes à gérer. En plus, Odan Ur, c'est un illuminé, il a une araignée au plafond. Mais même les Jedi présents au Sénat à ce moment-là ne vont absolument pas soutenir l'impératrice. Elle va retourner chez elle, elle va préparer sa flotte pour défendre non seulement le système de Koros, mais également la République. Elle est très altruiste. Elle intercepte d'ailleurs un petit vaisseau à bord duquel se trouve Jory d'Aragon, qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent, qui est la sœur de Gav Garadon, les deux explorateurs qui se sont plantés sur Ziost, ou Corriban, ils se sont plantés dans l'Empire Sith, et qui ont en fait révélé l'existence de la République à Nagasado et au reste de l'Empire Sith. Avec elle, elle a une amulette Sith qui va témoigner en fait de la véracité de la vision de Odan Ur.
Peu de temps après, la flotte de Nagasado arrive et bien sûr les conflits éclatent avec toutes les conséquences qu'on connaît, donc les illusions de Nagasado qui dispersent la flotte de la République aux quatre coins, mais l'impératrice Theta va résister et au final, suite à l'intervention de Gav qui va perturber les illusions de Nagasado, on va avoir une victoire de la République et de l'impératrice Theta. Jori, qui connaît un petit peu l'Empire Sith puisqu'elle a discuté vite fait avec Nagasado, sait que, en gros, toute la flotte Sith est partie à la recherche donc, de la République, que l'Empire Sith est sans défense, et immédiatement, Theta va ordonner à ses vaisseaux de passer en hyperespace pour rejoindre l'Empire Sith. Elle arrive donc au cœur de l'Empire Sith, juste après que la flotte de Ludocrèche se soit fait défoncer par la flotte de Nagasado. Nagasado est vraiment en piteux état, il va ordonner à sa flotte de lancer, on va dire, une sorte d'assaut final pour se défendre et surtout pour se barrer. C'est-à-dire qu'il va forcer ses troupes à se battre pour couvrir sa fuite. Au final, il n'y a plus de défense et la République et Theta vont s'en donner à cœur joie pour défoncer les Sith. Vraiment. Ils vont pilonner la surface de Corriban, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que Corriban est un monde mort. Il n'y a plus de personnes qui y vivent vraiment, il n'y a plus de civilisation, ils ont vraiment pilonné la planète. Suite à ça, le système de Koros, pour honorer l'impératrice Theta, sera donc renommé le système de l'impératrice Theta. En moins 4400, le jeune Jedi Freedon Nad, qui est reconnu par tous les Jedi de l'époque comme étant un Jedi extrêmement prometteur, très doué dans la force, très doué au sabre, va se voir refuser le titre de Chevalier Jedi. En fait, il s'agissait simplement de l'épreuve finale que lui imposait le Conseil pour savoir s'il allait accepter la décision avec sagesse, humilité, ou s'il allait se rebeller contre cette décision. Alors, bien évidemment, il est déçu au départ, il va donc aller interroger son maître, la Jedi Mata Tremaine, qui va, dans un premier temps, l'ignorer. Elle est en train de s'entraîner au sable laser, elle va l'ignorer. Et quand Freedon Nad va partir, elle va l'interpeller pour lui dire que il doit trouver la réponse tout seul, sans quoi il ne deviendra jamais un Jedi. Alors, il va s'emporter en disant que de toute façon, il est le plus fort. Elle va essayer un petit peu, va le titiller un petit peu, et ils vont faire un combat au sabre. Alors, un combat qui, à la base, est amical, c'est juste, même si Freedon Nad est quand même un petit peu en colère, c'est surtout un combat pour montrer à Freedon Nad que c'est pas lui le plus fort. Alors, bien évidemment, la Jedi Tremaine va clairement dominer le combat, c'est vraiment une experte au sabre, donc elle va vraiment dominer le combat, mais elle va quand même laisser une ouverture, elle va volontairement créer une faille dans sa garde pour voir ce qui va se passer. Est-ce que son apprenti va la saisir, ou est-ce qu'il va arrêter le combat en lui faisant remarquer simplement, enfin faire preuve de sagesse, d'éducation, en lui faisant remarquer qu'elle a créé une faille. Emporté par la colère, il va s'y engouffrer et il va planter son sabre dans son maître, tout simplement, et la tuer. Il a vraiment compris à la dernière seconde que c'était un test, en fait, qu'elle avait volontairement baissé sa garde, et il va du coup tuer son maître. Alors au début, il a beaucoup de remords sur ce qu'il a fait, et finalement il se dit que c'est la faute des maîtres Jedi du Conseil qui auraient dû lui donner son titre de Chevalier Jedi. Si il lui avait donné, il n'aurait pas fait ça, il l'aurait pas tué, voilà. Alors que du coup, il va entièrement reporter la faute sur les Jedi, en estimant qu'il n'a aucune part de responsabilité, faisant preuve d'une extrême arrogance, en fait, tout simplement, et il va s'enfuir d'Ossus. Il va partir à la recherche des secrets Sith, et il va notamment trouver, sur une planète, l'holocron du premier roi Sith, Hadas, dont on a parlé il y a quelques épisodes. Tout simplement, l'un des holocrons, l'un des tout premiers holocrons créés par un non-Rakata, puisque c'était les Rakata à l'origine qui possédaient cette connaissance. Mais l'holocron ne lui servira pas à grand chose, puisque les enseignements Sith enseignés à l'époque de Freedon Nad étaient vraiment différents de ceux de Hadas, clairement. On n'avait pas tout le côté en fait, enseigné par les Jedi Noirs dans le passé. Du coup, ça ne va pas lui servir à grand chose. Il va, tout au long de ses recherches, essayer vraiment de trouver quelqu'un de l'espèce Sith qui pourrait lui enseigner ces secrets-là, mais ça lui fera chou blanc, il trouvera absolument rien. Mais il va apprendre qu'un certain seigneur Sith, le légendaire Nagasado, se serait planqué sur Yavin 4. Il va s'y rendre, rencontrer les Massassi, qu'il va vaincre sans trop de difficultés, et les Massassi vont donc le conduire à Nagasado, qui vit depuis 600 ans en animation suspendue.
voyant en Freedom un apprenti, enfin l'apprenti qu'il attendait depuis des années, il va donc lui enseigner les arts Sith pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, quand Freedom va se rendre compte que Nagaso n'a plus rien à lui apprendre, il va tout simplement le tuer et partir. Il s'autoproclame alors Seigneur Noir des Sith et se rend sur Onderon, qu'il va conquérir grâce à ses nouveaux pouvoirs. En gros, il va simplement obliger la population à le nommer roi. Il va instaurer une nouvelle loi qui fait que tous les criminels vont être bannis dans les forêts entourant Iziz. Alors ça peut paraître anodin comme loi, puisqu'on dit simplement qu'on est banni, on va aller ailleurs. Non, Iziz est la seule ville d'Onderon, et c'est une ville fortifiée, donc très très compliqué d'y entrer. Le reste de la planète est extrêmement hostile à cause de plusieurs créatures. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tous les étés, Zun, la lune d'Onderon, se rapproche suffisamment d'Onderon, tout simplement, pour que les deux atmosphères se touchent. Ça a pour effet de permettre aux créatures volantes de Xun, les Drexel, ou les Drexel, un peu bizarre, de tout simplement s'envoler de Xun et de venir directement sur Onderon. Ce qui fait qu'on y a un renouvellement un petit peu constant de la faune sur Onderon, et c'est pas des créatures très très sympas. Alors ce qui va se passer, c'est que petit à petit, les fameux exilés d'Onderon vont quand même... Enfin, en gros, exilés, c'est pas que des criminels, aussi, parce que c'est les criminels d'un point de vue d'un dictateur, donc toute personne ne pensant pas dans son sens. Donc ça peut aussi être un marchand qui a émis une opinion contraire. Donc, les fameux exilés d'Iziz vont se réunir et vont réussir à commencer à survivre petit à petit, allant même jusqu'à domestiquer les fameuses bêtes sauvages, et on va appeler ce peuple, en fait, les chevaucheurs des bêtes ou les bestiaires. Alors, pour la suite de la vidéo, on va clairement utiliser que le terme de bestiaire, parce que oui, chevaucheur des bêtes, ça pète la classe, mais c'est très long à dire, et je vais le dire beaucoup de fois. Donc je vais préférer me cantonner au nom de bestiaire. Freedom au bout d'une centaine d'années, va décéder, tout simplement. Il va mourir de vieillesse. Alors, son corps va dépérir, clairement, mais son esprit va quand même rester assez vivace, et il va continuer à enseigner en fait, les rudiments ou la magie Sith à ses descendants. Pendant que, bien sûr, les bestiaires attaquent régulièrement Iziz, et sont toujours en conflit, donc du coup, avec les troupes du régime actuel. En moins 4000, c'est le roi Omin, descendant direct de Freedom qui contrôle la planète. Avec sa femme, il apprend les rudiments du côté obscur avec l'esprit de Freedom. Malheureusement, le pouvoir obscur va beaucoup l'affaiblir et il va devoir se retirer de la vie politique. C'est sa femme qui va prendre les rênes et qui va du coup faire appel aux Jedi pour mater la révolte des bestiaires. Ce qui est très culotté pour quelqu'un du côté obscur de faire appel à des Jedi. Le maître Arcade Jet va envoyer ses 3 disciples, puisqu'à l'époque les Jedi pouvaient former plusieurs disciples en même temps, donc les frères Ulic et Kay Keldroma, et Tot Donita, un Twi'lek. Ulic et Kay Keldroma sont les fils de la très célèbre Jedi Liensai Keldroma. Nés dans la noblesse aldéranienne, ils ont entendu très tôt des ragots disant qu'ils ne pourraient vivre que dans l'ombre de leur mère s'ils empruntaient la voie des Jedi. Alors, elle leur demandait de ne pas en tenir compte, mais Ulic fut néanmoins blessé par ces médisances et cherche absolument à prouver sa valeur et à sortir de l'ombre de sa mère. Tout comme Ulic et Kay Keldroma, Tot Donita est un disciple du maître Arcade Jet. C'est un très bon Jedi et il a décelé assez tôt les problèmes d'arrogance d'Ulic Keldroma. Il en a d'ailleurs fait part à son maître qui fut très surpris qu'à son âge, avec son niveau de formation, il puisse déjà déceler ce genre de faille chez les Padawans. Alors quand ils arrivent, ils sont présentés à la reine, elle est un peu déçue de ne pas avoir vu un vrai maître Jedi se pointer, de voir que des apprentis, et à ce moment-là, les bestiaires attaquent le palais et capturent Galia, la fille d'Omin et d'Amanoa. Alors bien évidemment la reine est en pétard, elle demande aux Jedi d'aller récupérer leur fille. Ulic, lui il est plutôt chaud, mais Tot il se dit je suis pas super fan, on vient juste de rencontrer ces gens-là, ça se trouve il y avait des motifs réels derrière cette capture, enfin il va essayer de comprendre un petit peu, mais finalement il se laisse convaincre et ils partent dans la forêt en vaisseau, comme mine de rien. Ils partent rejoindre la forteresse Kira. Donc Kira parce que c'est le dirigeant actuel en fait des bestiaires qui s'appelle Kira, il a fait bâtir sa forteresse, donc il a appelé ça la forteresse Kira, très logique, pour récupérer la fille tout simplement. Ils vont se cracher dans la forêt et ils vont croiser des bomas.
Alors les Bomas, c'est des créatures très féroces, hein, voilà. Et heureusement que Todd Denita a le pouvoir de parler aux animaux, donc il va réussir à convaincre les Bomas de les emmener à la forteresse Kira, et ils vont intervenir dans une cérémonie, la cérémonie de mariage entre Auron, le fils du leader des bestiaires, et Gallia. Puisque les deux jeunes sont amoureux, et Gallia ne veut clairement pas apprendre le côté obscur parce qu'elle trouve que c'est quelque chose de bien pourri. Du coup, ils vont en apprendre un peu plus sur Onderon en discutant avec Gallia, notamment sur le fait que ce sont des descendants de Freedon-Nad, et que clairement tous les dirigeants de la planète ont été éduqués aux arts obscurs. Ulik a un plan, il doit ramener donc Gallia, Auron, quelques bestiaires, son frère, Tot et lui-même à la reine pour essayer de discuter, pour essayer d'obliger la reine à renoncer au côté obscur. Bien évidemment, la reine ne veut pas et elle va commencer à déchaîner le pouvoir du côté obscur sur le petit groupe. À ce moment-là, le père de Auron avait lui préparé ses troupes et du coup tous les bestiaires déferlent sur Isis pour reconquérir la ville. Alors, au début ça se passe bien, puis petit à petit, au fur et à mesure que les pouvoirs du côté obscur d'Amanoa se manifestent, ça va c'est de pire en pire pour les bestiaires, jusqu'à l'arrivée du maître Arcadjet, qui débarque, et qui impose, en fait, qui permet, grâce à une méditation de combat, aux bestiaires de reprendre le dessus sur les troupes d'Amanoa. Il va même aller jusqu'à retrouver Amanoa, qui était planqué dans le tombeau de Freedon-Nad, et en fait, rien que limite sa présence dans le côté lumineux va chasser toute trace du côté obscur du corps d'Amanoa, ce qui va avoir pour effet de la tuer, puisque c'était la seule chose qui la maintenait en vie, tellement elle était vieille. En moins 3998, oui ça fait 2 ans, Arcadjet et ses apprentis sont toujours sur Onderon. Ils cherchent à empêcher toute résurgence du côté obscur qui pourrait émaner des partisans, en fait, tout simplement, de Freedon-Nad et donc de Omin, Amanoa, tout ça. On n'en a pas encore reparlé d'Omin. Alors, malheureusement, il sent qu'il y a quand même quelque chose qui pue un petit peu, et puis Arcadjet, il se sent pas très bien, et son corps commence à se dégénérer petit à petit, alors il met ça sur le dos du côté obscur. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire déplacer le sarcophage de Freedon-Nad et celui d'Amanoa sur Xun. Malheureusement, au cours de la procession, en fait, ils vont subir une attaque de la part des nadistes, ça sonne comme Freedon-Nad, hein, bien sûr, qui sont des partisans du côté obscur, toujours fidèles à l'ancien régime. Alors, les nadistes vont voler les sarcophages et vont se barrer très vite. C'est un peu une attaque éclair. Alors du coup, Gallia, elle va emmener Arcadjet auprès de Omin pour qu'il l'éclaire un petit peu sur ce que c'est que les nadistes. Et Omin, en fait, c'est lui le chef des nadistes. Et il va tout simplement capturer Arcadjet. Le conflit recommence alors, puisque du coup, les nadistes reprennent possession d'Isis, font fuir les Jedi et les bestiaires en direction de la forteresse Kira, et les nadistes vont assiéger la forteresse Kira. Ulik demandera l'aide de la République, qui mettra un petit peu de temps à arriver, mais qui va quand même se pointer avec 5 Jedi et son armée. On trouve d'abord la Jedi Nomi Sunrider, épouse du Jedi décédé Andur Sunrider, avec qui elle a eu une fille, Vima. Alors, pour la petite histoire, alors que Andur devait se rendre auprès du maître Jedi Ton pour livrer une cargaison de cristaux, ils furent attaqués par des criminels qui cherchaient à récupérer les cristaux et il fut tué. Nomi eut beaucoup de problèmes psychologiques suite à ça, elle refusait de se servir de la force et des sabres laser et elle mit énormément de temps à s'en remettre, et c'est uniquement grâce à l'enseignement et à la patience du maître Jedi Ton qu'elle put s'en sortir. Ensuite nous avons Das Diat, le fils du très célèbre Jedi Sidrona Diat, qui vécut sur Tatooine. Alors, il était d'abord en proie au doute concernant ses capacités et son engagement à maîtriser la force, mais finalement il réussit à s'affirmer et il fut l'élève du maître Jedi Vodo Siosk Bass. La troisième Jedi est Shohaneb Kulu. C'est une Miraluka qui est devenue Jedi sous l'enseignement du maître Jedi Vodo Siosk Bass, avec pour objectif de devenir suffisamment érudite dans la force pour créer une enclave Jedi sur sa planète pour éviter aux autres Miraluka d'avoir à se déplacer dans l'univers. Le quatrième Jedi est Kit Kart, un Gotal qui ressent plus que n'importe quel autre membre de son espèce les ondes électromagnétiques, l'obligeant à fuir toute présence de droïdes ou d'ordinateurs.
Un jour, il croise des apprentis Jedi qui se rendent sur Truin pour suivre l'enseignement du maître Jedi Jassa. Il les suit, demande au maître Jedi de lui enseigner les voies des Jedi, ce que le maître Jedi refuse, et à plusieurs reprises, Kit va lui demander, et à chaque fois, le maître Jedi va refuser. Au bout de quelques mois de réflexion, parce qu'il a quand même énormément potassé le sujet des Jedi, il va comprendre qu'il fallait simplement, non pas désirer devenir un Jedi, mais laisser la Force le guider. Il va présenter sa requête de cette manière au maître Jedi Jassa, qui va accepter de lui enseigner les voies de la Force. Le cinquième et dernier Jedi du Kondo est Krrltok. 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 C'est le prince héritier, c'est un Nazar, prince héritier de la planète Nazri. Souhaitant absolument avoir un chemin différent que la plupart de ses ancêtres, il va faire un pèlerinage pour découvrir quelque chose de différent, apporter quelque chose de plus à son peuple, et il va découvrir les voies de la Force et devenir un chevalier Jedi. La majeure partie de l'armée de la République donc va se concentrer sur Isis, tandis que l'autre partie, accompagnée des Jedi, vont aller libérer la forteresse Kira. Une fois que la forteresse est libérée, bien sûr, les Jedi, accompagnés des bestiaires, reviennent vers Isis, ils arrivent à reconquérir Isis, et ils vont retrouver Omin dans son quartier général pour libérer Arcadjet. À ce moment-là, Ulic va se laisser un petit peu emporter, et il va commencer à un peu tabasser Omin, et Freedon-Nad, donc l'esprit de Freedon-Nad, va complètement délaisser son descendant, sentant qu'il n'est plus vraiment digne d'intérêt, et il va le laisser mourir sous les coups d'Ulic Qel-Droma. Bien évidemment, la mort d'Omin va mettre un terme définitif à la révolte des Nadistes. Ça permettra aux Jedi de déplacer les sarcophages de Freedon-Nad, Amanoa et Omin sur Xun pour éloigner en fait le côté obscur du palais. Mais Freedon-Nad, en fait, il a trouvé d'autres disciples. Au niveau de la chronologie, cette fois, ça va être un peu plus court que d'habitude, puisqu'on ne va pas s'intéresser spécifiquement à Xim le Despote ou à l'impératrice Theta, mais on va vraiment faire ça sur Freedon-Nad. Donc en moins 4400, Freedon-Nad tue son maître et se convertit au côté obscur, enfin du moins il recherche les pouvoirs Sith et découvre Nagasado. En moins 4380, il tue Nagasado et va conquérir Onderon. Aux alentours de moins 4280, il décède et du coup laisse sa place à son fils, et donc potentiellement à ses descendants, sur le trône d'Onderon. En moins 4002, la République découvre Onderon et commence à commercer, à avoir des échanges diplomatiques avec cette planète. En moins 4000, la reine Amanoa, disciple du côté obscur, fait appel à des Jedi pour l'aider contre la guerre des bêtes, qui est issue d'une loi instaurée par Freedon-Nad. En moins 3998, le Freedon-Nad réapparaît avec notamment ses troupes, enfin entre guillemets les nadistes, qui essayent de reprendre le contrôle donc de Isis. Ils sont mis en déroute par Arcadjet et ses disciples. On en arrive du coup à la fin de cette très courte chronologie. Je vous rassure, elle sera reprise et étoffée dans l'épisode suivant. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Ulic Qel-Droma.